Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Des mesures ont été prises. Il s'agit notamment de l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 et la mise en place d'une nouvelle génération de taxis pour faire face au vieillissement du parc automobile. 166 Ivoiriens en situation de détresse en Libye sont arrivés ce soir à Abidjan. Cette opération de retour volontaire est initiée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Au Zimbabwe, après la démission de Robert Mugabe, son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Bienvenue dans cette édition. Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. Au nombre des mesures prises figure l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 pour une meilleure synergie d'action et la mise en place d'une nouvelle génération de taxis pour faire face au vieillissement du parc automobile. Jérôme Kofi Aboulin. Le Conseil des ministres ce mercredi en a parlé, mais en divers. Toutefois, cela ne met pas en cause l'importance qu'elle revêt. Il s'agit, vous l'avez compris, de la nouvelle génération de taxis à mettre en circulation. Avec cette initiative, le gouvernement entend renouveler le parc auto devenu vieillissant et créer des conditions plus avantageuses. Des taxis qui affichent un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, d'une formation plus étendue et plus complète des chauffeurs, donc amenés à exploiter ces taxis. Il s'agit également de taxis qui vont permettre, par exemple, des paiements électroniques. Une autre information non moins importante publiée au cours de ce conseil, c'est l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 ou PNIA 2. Le PNIA 2 vient en complément du PNIA 1 grâce auquel le taux de pauvreté depuis plusieurs années connaît une baisse considérable avec surtout la création de plus de 2 millions d'emplois. Ce PNIA 2 par ailleurs apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PNIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole ou chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. Aussi, ce conseil a-t-il fait cas des mesures en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À noter pour finir la situation des migrants évoquée lors du point presse consécutif à la réunion du Conseil. Les actions de l'État ivoirien jusque-là ont permis le retour de plus de 1200 migrants ressortissants de la Côte d'Ivoire qui ont connu des moments difficiles à l'étranger. Réaction du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à une préoccupation d'un journaliste qui voulait en savoir plus quant aux mesures prises par le gouvernement ivoirien sur cette question.
Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu aujourd'hui Stéphane Richard, président directeur général du géant mondial de téléphonie mobile. Le groupe Orange veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire et plusieurs projets ont été initiés dans ce sens. Mama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Stéphane Richard est depuis février 2011 le président directeur général d'Orange, géant français des télécommunications. Il séjourne en Côte d'Ivoire à la faveur de la pose de la première pierre du futur siège de la filiale de son groupe, à savoir Orange Côte d'Ivoire. Leader du secteur ivoirien des télécommunications avec 43% des parts de marché, Orange Côte d'Ivoire entend accroître ses investissements, chose que Stéphane Richard a tenu à signifier au vice-président Daniel Kablan-Duncan. On est un des grands investisseurs de la Côte d'Ivoire. Ça commence évidemment par le déploiement des réseaux. On a aussi beaucoup d'autres actions. On a parlé du mobile banking, du mobile money. C'est un domaine de croissance très fort qui en plus a une grande utilité sociale. On a des projets pour monter plus haut, disons, dans la chaîne de valeur des services financiers sur le mobile et sans doute à terme de devenir une banque de plein exercice. Il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'action en direction aussi des start-up et d'innovation dans lesquelles Orange est très présent et entend faire encore bien plus dans le futur. Selon les chiffres de l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire publiés fin juin 2017, Orange Côte d'Ivoire compte plus de 13 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 5 millions dans le secteur du mobile banking. Justement, la compagnie Orange Côte d'Ivoire aura un nouveau siège ici à Abidjan dans 24 mois. La pose de la première pierre de la future bâtisse a été effectuée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo. Truelle en main, Amadou Gon Coulibaly pose le ciment, puis la toute première pierre du futur siège d'Orange Côte d'Ivoire. Sur un terrain de 18 181 mètres carrés, le site devra regrouper dans 24 mois près de 900 agents de la compagnie. Pour le président directeur général Stéphane Richard, la construction de ce siège est la volonté affichée du groupe d'un ancrage fort et durable en Côte d'Ivoire. Ce grand projet, je l'ai dit, il doit aussi, bien sûr, être compris et regardé comme une nouvelle démonstration de l'engagement d'Orange en Côte d'Ivoire et comme Orange pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire sur le chemin du numérique. Dans un pays avec plus de 15 milliards de francs CFA de transactions financières via mobile money chaque jour, les avancées en matière de connectivité mises en œuvre par le gouvernement sont notables et les efforts pour les renforcer aussi. Nous enregistrons plus de 200 000 emplois directs dans le secteur, plus de 1 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Je mentionnerai également l'intérêt croissant de nos jeunes pour le numérique et un nombre de plus en plus important de nouveaux métiers permis par la disponibilité des réseaux et systèmes de télécommunications. Métiers dans les centres d'appel, l'infogérance, la sous-traitance informatique, l'e-commerce, la cybersécurité et Stéphane Richard en parlait tout à l'heure, bientôt la data science. Un master sera lancé demain à l'INPHB de Yamoussoukro par le président du groupe lui-même. Le chef du gouvernement a pour sa part salué ce partenariat gagnant-gagnant du secteur des TIC. Il a appelé à mettre l'expertise numérique au service du développement local avec des solutions à des problématiques telles que l'emploi des jeunes. Vous comprendrez que pour un pays comme le nôtre, dont 75 à 77% de la population est âgée de moins de 35 ans, la problématique de l'emploi est pour nous totalement prioritaire. Et nous sommes convaincus, comme vous, le chef de l'État, le vice-président, le Premier ministre et le gouvernement, que pour l'avenir, l'investissement dans le secteur de l'électronique numérique nous permettra d'apporter des réponses intelligentes et idoines à la problématique de l'emploi. Monsieur le Président, donc, nous vous invitons à continuer d'investir fortement dans notre pays. Amadou Gon Coulibaly a pour finir assuré de la ferme volonté du gouvernement de toujours appuyer les réformes pour soutenir le secteur.
Le chef du gouvernement était également sur le site du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Amadou Gon Coulibaly a signé un pacte de financement du programme national d'investissement agricole de deuxième génération avec les organisations professionnelles agricoles, les partenaires au développement et le secteur privé ivoirien. Chacune des parties s'est engagée à respecter ses promesses dans la mise en œuvre du PENIA 2, le PENIA 2 qui est prévu sur la période 2018-2025 et qui va nécessiter un investissement de plus de 11 milliards de nos francs. Le Sahara 2017 est le cadre idéal pour de nombreux groupements de faire de bonnes affaires avec des partenaires. C'est une aubaine pour l'intérieur du pays. À titre d'exemple, les coopératives de Dabakala et de Korogo qui ont vu leur chiffre d'affaires passer de 10 à 100 millions de francs CFA après la 3e édition. Kader Sogodogo. Le Sahara est le rendez-vous en un point douté pour faire de bonnes affaires. L'intérieur du pays en tire également profit. La Société coopérative des aviculteurs de Korogo regroupe plus de 300 membres. La volaille bio est sa particularité. Lors de la 3e édition du Sahara en 2015, son chiffre d'affaires vacillait entre 10 et 15 millions de francs CFA. Après une première participation au Sahara, avec des poulets, des pintades et des dindons bio, ce fut le boom au niveau des commandes. La coopérative atteint aujourd'hui les 100 millions de francs CFA. Ce Sahara nous a permis d'avoir beaucoup d'opportunités, surtout au niveau même de la clientèle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de produits, il faut vraiment pouvoir commercialiser notre production. Et le Sahara nous a permis de tisser des contacts avec des clients particuliers qui viennent vers nous aujourd'hui pour commander de la volaille bio. Après Korogo dans le Poro, rendons-nous à Dabakala dans le Hambol. La coopérative Anada Anakad de Dabakala. Après le Sahara 2015, ces femmes ont aujourd'hui une unité de transformation de l'anacade avec un matériel financé par l'Union européenne. Elles sont passées de 10 à 100 millions de francs CFA de revenus annuels. Grâce à l'organisation du Sahara, j'ai pu faire un bon chiffre d'affaires au Sahara. Grâce à ça, ce qui m'a ému même surtout, c'est un Américain qui est venu. Il dit, bon, il veut du nouveau concernant l'anacade. Et on lui a proposé, il a vu notre jus. On dit, non, c'est le lait fait à base d'amandes de cajou. Quand il a goûté, il a payé tout le contenu de la glacière. Tout comme la coopérative des aviculteurs de Korogo, les femmes de l'ANAD sont présentes à la 4e édition du Sahara. L'envie de faire de bonnes affaires continue de les guider. Le ministère des Eaux et Forêts était à l'honneur de cette 5e journée du Sahara. Sa vision et les différentes actions qu'il a menées en vue de protéger le couvert forestier ont été présentées. Jean-Luc Bambou. Une journée dédiée au ministère des Eaux et Forêts au Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, ce mardi 21 novembre 2017. Cadres et agents de ce ministère se sont relayés pour défendre ce qui est devenu le leitmotiv de ce département ministériel. Préserver l'avenir des générations futures en s'investissant dans la reconstitution des forêts ivoiriennes. On peut faire de l'agriculture sans défricher, sans détruire la forêt. Par exemple, les nouvelles plantations de cacao qui vont être mises en place, ou même celles mêmes qui existent, il faut admettre d'introduire dans ces plantations des arbres forestiers pour que l'agriculture et la forêt puissent cohabiter. Face à l'agriculture extensive qui demeure l'une des menaces à la survie des forêts, il est préconisé de nouvelles stratégies et techniques culturelles. Nous allons demander à nos parents, les sensibiliser, qu'ils insèrent dans leur pratique agricole l'arbre, qu'il y ait un compromis entre l'agriculture et la forêt pour que le climat redevienne ce qu'il était avant. Reconstituer le couvert forestier ivoirien, un défi que la Sodefos a-t-elle à relever à l'aide de moyens modernes. En termes de nouvelles stratégies aujourd'hui, nous essayons de faire plutôt une combinaison. Une combinaison peut-être des anciennes méthodes, c'est-à-dire la présence dans les forêts, mais avec des moyens modernes comme le suivi des forêts par satellite. La préservation de la forêt, une dynamique dans laquelle s'inscrivent désormais les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de faire l'agriculture sans même toucher, comme on appelle, la forêt. Donc pour nous, ce n'est pas une menace en tant que telle. La superficie forestière initiale ivoirienne a connu une perte de plus de 80%.
De 16 millions d'hectares au début du siècle dernier, elle est passée à 7,8 millions d'hectares en 1990. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'à peine 2 millions d'hectares de forêts naturelles. Comment apporter une solution durable au problème du changement climatique, surtout que les économies africaines seront pour longtemps dépendantes de l'agriculture? Les participants au Sahara 2017 ont planché sur cette problématique, faisant donc une incursion dans 3 spéculations phares de l'agriculture ivoirienne, à savoir le coton, le cacao et la tomate, pour savoir ce qui a été fait depuis la survenue de cette crise climatique. Et c'est avec Noël Niagnou. Le coton, le cacao, 2 produits d'exportation. Un vivrier, la tomate. 3 spéculations d'importance socio-économique pour la Côte d'Ivoire. Culture annuelle, le coton tisse depuis plus d'une décennie l'économie ivoirienne. Et son impact pour le bassin cotonnier, le nord de la Côte d'Ivoire, est réel. Le coton, chez nous, représente uniquement que la vie. À travers le coton, tu peux avoir du vivier. À travers la culture du coton, tu peux t'offrir une maison, tu peux scolariser tes enfants. Vous voyez, c'est très important. Dans la culture du coton primordial chez nous, les populations du Nord. Le cacao, le label de la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Son poids économique est réel. La chute des cours en 2016-2017 a provoqué un réajustement du budget national à hauteur de 9%. La tomate, un vivrier très prisé des Ivoiriens pour les nombreuses possibilités culinaires qu'elle offre. La tomate, parce que trop de préparation que la tomate rentre dedans. Donc la tomate est très important. Et je pense que nos docteurs ils disent que la tomate en consommant frais, que ça donne la santé. Elle permet donc aux Ivoiriens de bien se nourrir. Pour les producteurs, c'est une source de revenus significative. Si j'investis 2 millions, je m'en sors avec 5. Seulement voilà, ces 3 spéculations sont encore dépendantes de la pluie et du beau temps, quel que soit leur lieu de production. Le cacao au sud, le coton au nord, la tomate partout en Côte d'Ivoire, 57 ans après les indépendances. Nous commençons avec la pluie. Quand elle cesse, nous arrêtons aussi. Incidence des effets du changement climatique sur ces spéculations, baisse de la production. Tenez, sur la campagne 2015-2016, la production de coton de Côte d'Ivoire a baissé, la qualité aussi. Au moment où on a besoin de la pluie ne vient pas. Au moment des récoltes, des petits capsules qu'on a eues et qui viennent de s'ouvrir, maintenant il commence à pleuvoir sur ça encore pour dégrader la valeur du coton. Le coton que j'ai en main, comme il n'y avait pas plu hier nuit, elle est plus blanc que ça. Mais avec la pluie d'hier nuit, ça fait que la couleur a changé un peu. Le cacao, c'est d'abord le verger qui a souffert du changement climatique. Avec lui, la production. Avant, quand il commence à pleuvoir en juin jusqu'en octobre, il continue à pleuvoir. Mais maintenant, tu trouves que quand il pleut un peu en juin, il s'arrête. En août, il pleut un peu. Il peut s'arrêter pour attendre jusqu'à venir vers octobre, il reprend. Cette année, par exemple, depuis décembre, il a arrêté de pleuvoir jusqu'en mars. C'est en mars qu'il a commencé à pleuvoir. Donc, ce qui fait que la production a changé. Dans le cas du vivrier, c'est la poche du consommateur qui paie le lourd tribut. Nous sommes 2 personnes, je suis avec ma femme. Avec 3 000 francs, il fait le marché. Ça veut dire que si demain il y a un enfant, comment ça va devenir? En un mot commençant, le changement climatique est une menace parce que l'agriculture occupe une place de choix dans les économies africaines au sud du Sahara. Première solution durable, la modernisation de l'agriculture. La modernisation des moyens de production. La modernisation des exploitants agricoles. C'est le thème qui nous est cher et de toute façon, la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays africains, on n'a pas le choix. Si on ne va pas à la modernisation de l'agriculture avec les effets du changement climatique, notre agriculture est appelée à disparaître. Pour cette nouvelle politique agricole, il faut un nouveau type d'agriculteur. L'agriculteur devrait être celui qui regarde ce qui se passe aussi bien en aval qu'en amont de lui. En attendant l'exploitation de toutes les composantes de la modernisation de l'agriculture, des démarches communes palliatives traversent les différentes exploitations agricoles. Adapter le calendrier culturel, la recherche
Elle offre une solution durable, la production de matériel végétal résistante aux nouvelles exigences climatiques. Le changement climatique, on le sait, il se traduit particulièrement par la rareté des pluies, l'irrégularité des pluies, la longueur des saisons sèches. Et face à cela, le CNRA développe des semences, des variétés qui ont des cycles courts. Quand les chercheurs ont fini, par exemple, dans le cadre du changement climatique, de mettre au point des variétés qui sont, j'allais dire, tolérantes à la sécheresse ou bien tolérantes au stress hydrique, l'ANADER a pour mission de porter l'information aux exploitants agricoles, de leur apprendre comment utiliser ces semences, les semences, si c'est les semences, ou bien les plants qui ont été produits pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Tout cela pour mitiger les effets du changement climatique. Parce que pour plus d'une décennie encore, les économies africaines seront dépendantes de l'agriculture. Un contingent de 166 migrants ivoiriens en situation de détresse en Libye est arrivé ce mercredi soir à Abidjan. Lundi, ce sont 155 migrants ivoiriens qui avaient été accueillis par les autorités ivoiriennes à l'aéroport d'Abidjan. En moins d'une semaine, ce sont 321 migrants qui ont été rapatriés de la Libye. Cette opération de retour volontaire est initiée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Direction l'Assemblée nationale où les députés sont formés à la GRD, la gestion sur les résultats du développement. Il s'agit de les outiller au mécanisme de veille sur la gestion des affaires publiques afin qu'un intérêt soit accordé aux résultats concrets. Le concept de la GRD, la gestion axée sur les résultats, est une stratégie mondiale qui a pour objectif d'améliorer les politiques publiques, de garantir le bien-être des travailleurs et d'assurer la viabilité des moyens de subsistance des populations. Parlons transport maritime. Abidjan accueille pour la première fois depuis ce matin la 18e conférence exposition internationale dénommée Intermodal Africa 2017. Une plateforme d'échange entre les responsables portuaires et des investisseurs pour accroître les activités. Mamadou Kwasi. Les problèmes liés à la compétitivité des ports africains au sein de cette 18e conférence exposition internationale dénommée Intermodal Africa. Une plateforme de rencontre et d'échange entre les responsables des ports africains et les investisseurs. Investisseurs venus de plusieurs continents. Il s'agit de faire la promotion des activités des ports, dont celui d'Abidjan, ainsi que celle des infrastructures, de la logistique et du transport maritime. Un networking, il s'agit de créer un réseautage de relationnel pour pouvoir à un moment donné savoir dans chaque port ce qui est en cours. Les ports ont ceci de commun qu'ils reçoivent tous des bateaux, donc c'est bon de savoir quand le bateau part de chez vous où il peut aller. Et en réalité, par rapport aux ranges de concurrence, les pays en Litherland, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Ça permet d'être dans la veille concurrentielle, même si pour la concurrence, c'est de faire en sorte que les économies puissent être approvisionnées et les exportations assurées. Les responsables en charge de l'organisation de l'événement expliquent le choix d'Abidjan par le niveau d'investissement du port autonome d'Abidjan, qui est devenu une plaque tournante dans le transport maritime sous-régional. The purpose of the event is to promote trade in the region. First and foremost, pouvoir faciliter les transactions de business entre les entreprises locales et les entreprises internationales. Promouvoir aussi les infrastructures portuaires, découvrir au monde entier qu'est-ce que le port d'Abidjan a comme avantage, aussi les ports que nous avons dans la sous-région. Benjamin Soro, directeur de cabinet du ministère des Transports, représentant le ministre Amadou Koné, salue la tenue de cette rencontre à Abidjan. Une première dans l'histoire de cet événement. Que la Côte d'Ivoire apparaît comme un précurseur en matière de partenariat gagnant-gagnant qui repose, si besoin en était, sur le respect des engagements de chacune des parties prenantes. Le potentiel de projets intermodaux reste encore très important et le gouvernement s'attelle à résorber les contraintes et les goulots d'étranglement liés au manque ou à la détérioration des infrastructures. Avant la tenue de cette rencontre, une délégation des acteurs portuaires a été reçue par le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a souhaité que la question de la sécurité maritime soit prise en compte au cours de ces 3 jours de travaux.
Un mot de commerce, les réformes économiques mises en œuvre par la Côte d'Ivoire depuis 2011 ont été présentées à Washington, aux États-Unis, par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba représentait le pays au forum ministériel initié par le département d'État américain. Il porte sur le commerce, la gouvernance et la sécurité en Afrique. Jean-Luc Bangou. C'est devant un parterre de personnalités de haut niveau composé de plus d'une trentaine de ministres africains, des représentants de toutes les agences de développement américains et quelques dirigeants de multinationales américaines que le ministre Souleymane Diarra-Souba a égrené la batterie de réformes économiques mises en œuvre depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Des réformes qui ont permis à l'économie ivoirienne de se hisser au rang des plus performantes du continent, avec une croissance soutenue de 9% au cours des 6 dernières années. Nous avons évoqué en tout cas tous les points concernant les réformes très courageuses que le chef de l'État a entrepris depuis 2011. Réformes portant sur le code des investissements, sur le code minier, sur le code pétrolier et également tout ce qui concerne l'électricité. Le ministre en charge du commerce a lancé un appel à l'ensemble du secteur privé américain et aux institutions de développement des USA à prendre une part plus importante à la politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne et à capter plus d'opportunités d'investissement. Les années à venir vont nous permettre de renforcer et de consolider cette coopération, notamment en nous appuyant sur tous les instruments qui existent, aussi bien au niveau de la promotion du commerce extérieur avec l'USAID, le CCA, l'USTDI, et également tous les partenaires au développement qui sont au niveau des États-Unis qui peuvent nous appuyer en termes de promotion du commerce. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a lui félicité le président Alassane Ouattara pour son leadership et le succès des réformes mises en œuvre permettant à la Côte d'Ivoire de bénéficier du programme Compact du Millennium Challenge Corporate MCC et d'être éligible à l'Africa Growth Opportunity Act AGOA. En santé, la CIP, la Société ivoirienne de pathologie, a organisé une opération à Adiaké, dans le sud Comoé. Il s'agit d'une séance de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Une manière pour les anatomopathologistes de contribuer à la lutte contre ces deux types de cancers qui affectent des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. Serge Collier. Tatiana est professeure des écoles dans la ville d'Adiaké. Ce samedi, jour de repos, elle le met à profit pour vérifier son état de santé. Après une dizaine de minutes, le résultat est satisfaisant. L'institutrice en ressort heureuse d'avoir été diagnostiquée négative au cancer du col de l'utérus. Quand on parle de cancer de l'utérus ou du cancer du sein, ça fait vraiment peur. Quand on voit des images, ça fait vraiment peur. Il est toujours mieux de savoir qu'on se sent bien que de rester comme ça dans l'incertitude. C'est pas bon. La campagne à laquelle ces dizaines de femmes prennent part est une action communautaire pour dépister les cancers du sein et du col de l'utérus. Une opération de spécialistes réunis au sein de la Société ivoirienne de pathologie. La lutte contre le cancer est une priorité mondiale et en Afrique, tous les pays, principalement la Côte d'Ivoire, se sont engagés dans la lutte. Nous sommes des scientifiques, nous sommes à l'hôpital, mais on s'est dit aussi qu'on pouvait apporter quelque chose à la communauté pour pas qu'on reste toujours enfermé dans nos laboratoires. Donc c'est ce qui nous a motivés pour venir au contact de la population, apporter notre expertise. Si Tatiana peut rentrer chez elle, les autres moins chanceuses seront tout de même inscrites dans le circuit de la prise en charge. Récemment, le ministère de la Santé l'avait précisé à la population. Il y a un lot de médicaments maintenant pour la prise en charge. Donc, si la patiente est éligible après notre diagnostic, elle pourra aller dans ce groupe-là. Cette campagne de dépistage gratuit a duré 2 jours. Elle a été menée en collaboration avec la mairie d'Adiaké. Environ 300 femmes en ont bénéficié. Les TIC sont plus que jamais au cœur de la santé en Côte d'Ivoire. L'INSP, l'Institut national de santé publique, se connecte aux hôpitaux du pays à travers un système de visioconférence. Un système mis en place avec l'appui de la Fondation Elisabeth Glaser. C'est un programme dénommé ECHO qui va permettre de renforcer les capacités des praticiens, de les mettre en interaction pour une meilleure prise en charge des malades. Serge Collier.
Il faudra désormais compter avec l'utilisation des TIC dans le fonctionnement de l'INSP, l'Institut national de santé publique, et de ses relais sur l'ensemble du territoire. La preuve en a été donnée à la faveur du lancement du projet ECHO. Cette technique d'enseignement à distance par visioconférence, élaborée par une université américaine, a permis de mettre en interconnexion Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Abengourou, Daoukro et Daloa. Objectif, renforcer les capacités des agents et cadres de santé. Le projet va aussi favoriser un modèle de promotion et de partage des meilleures pratiques. C'est un système qui permet l'appui des personnes dites experts pour les personnes les moins expérimentées dans un système de mentorat. C'est un des piliers qui est mis en place par notre ministère de tutelle pour faire en sorte que la qualité des prestations de soins soit améliorée. Le projet ECHO a été rendu possible grâce à l'appui financier de la Fondation Elisabeth Glaser et du gouvernement américain. Mon rêve, c'est que le médecin de Maraba, c'est que le médecin de Diéné, grâce à cette plateforme, puisse maintenir son niveau de connaissance. Le niveau de connaissance implique forcément la qualité des soins. Le projet ECHO de la vie des experts va accroître la couverture des soins et traitements du VIH et des infections opportunistes pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes. À l'étranger, après la démission de Robert Mugabe, l'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi 22 novembre président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Alexis Ouedraogo. Une décision motivée par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème au Zimbabwe. C'est la raison émise pour la démission ce mardi de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen a remis sa démission après 37 ans de pouvoir. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. La réunion débattait de sa destitution. Moi, Robert Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. L'annonce de la démission a été saluée dans la capitale, suivie de plusieurs réactions. En tête, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Il a salué cette décision, indiquant toutefois qu'il n'accepterait pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. L'Union africaine entend travailler à soutenir des élections libres, transparentes et inclusives d'ici 2018. Il a par ailleurs invité au respect du héros des indépendances que fut Robert Mugabe. La Grande-Bretagne, elle aussi, a réagi, indiquant qu'en tant que vieille amie du Zimbabwe, elle ferait tout pour apporter son soutien au pays. Depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe avait perdu 1 à 1 ses soutiens. Le président zimbabwéen, héros de la guerre d'indépendance, était au pouvoir depuis plus de 37 ans. Fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Au revoir.